Salut les amis, bienvenue dans notre podcast Le Grand Bavardage. Aujourd'hui on va parler amour, et même carrément on va parler coup de foudre. Avec des milliers de témoignages, des jeux en folie, des fun facts, et même un peu d'histoire pour vous régaler. Je suis Manon Kécléon, et je suis accompagnée de mes deux comparses. Alan. Salut. Et Guillaume. Hello. Comment vous allez les gars ? Moi j'ai des étoiles dans les yeux, j'ai des petits papillons dans le ventre à l'idée de cette thématique d'émission. Voilà, je suis très content. Mais oui, parler love. On a envie de parler love. Vous nous avez ramené des petits témoignages bien croustillants bien... Oui, ce que je disais, c'est la première fois que j'ai des témoignages qui se contredisent finalement. Est-ce que c'est pas la France que je ramène aujourd'hui dans le grand bavardage ? Et La France qui ne se parle plus. Moi je vis dans une bulle de filtre, puisque mes deux témoignages vont dans le même sens. Ok, waouh. Mais je trouve ça intéressant. Je suis très content d'aborder cette thématique. Ce que tu disais l'inverse il y a vraiment Exactement. 5 secondes En fait, hors antenne. là on est en direct, donc voilà, j'ai mis Donc mon je masque et je vais passer en mode hypocrite. Ok, très bien. C'est parfait, j'ai très hâte de vous entendre. Moi aussi je suis contente d'avoir récolté les témoignages que j'ai récoltés. Donc écoutez, aujourd'hui on va parler en tout cas d'un sujet qui fâche, ou plutôt qui divise. Le coup de foudre en fait, est-ce que ça existe vraiment ? Je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs ? Comment ça se produit ? Est-ce que vous l'avez déjà vécu ? A-t-il survécu aux épreuves de votre vie ? Et pourquoi on tombe amoureux de quelqu'un ? Nous allons nous pencher avec Alan et Guillaume et nos interviewés sur ces questions brûlantes de passion, et on va se demander, le coup de foudre, est-ce un objet littéraire ou cinématographique uniquement, ou est-ce que c'est réel ? Ouh là là. Alors, personnellement, le coup de foudre, ça m'évoque un amour passionnel, un amour fusionnel qui prend aux tripes, qui vous dévore de l'intérieur. Façon Démogorgone. Et il vous laisse aucun répit, il vous cueille quand vous ne l'attendez pas, il vous surplombe. Vous vous construisez en tant qu'être depuis peut-être 30 ans, 40 ans, ou peut-être plus ou peut-être moins. Mais vous ne saurez résister au pouvoir tout-puissant du coup de foudre. Et cette histoire de papillon dans le ventre, hein ? Est-ce que c'est sain, au fond, d'avoir des insectes grouillants dans l'estomac ? Ça fait un peu peur. Honnêtement non là. Non. Comment tu poses le problème non ? Alors, aussi à l'heure des applications de rencontres, où la discussion commence avant l'échange de regards, et à l'heure des nouvelles technologies, s'il vous plaît, appelez-moi boomer intergalactique pour cette phrase, ça nous permet en fait de voir l'autre avant de le rencontrer. Donc est-ce qu'un coup de foudre est toujours possible ? Et est-ce qu'à notre époque, on prépare notre coup de foudre, on le cultive ? Et puis, puisque dans le grand bavardage, on pense, sans vouloir être lourd, que tous les sujets sont plus ou moins politiques, on a le droit de se demander sur quoi repose le coup de foudre. Comment supposer qu'on connaît l'autre sans avoir appris à le découvrir ? Les stéréotypes sexistes, racistes et classistes, ça met des bâtons dans les roues à ce concept de coup de foudre. Même si vous avez plus de chances de rencontrer l'amour de votre vie dans une AG antifasciste ou à l'assaut de votre quartier que cet individu que vous avez croisé à Saint-Germain-les-Prés. Oui. Alors parle pour toi, Manon. Pardon, oui, non mais oui, je croise des individus à Saint-Germain-des-Prés. Oui, mais tu vois, à Odéon, à tout moment. Beaucoup de coups de foudre. Beaucoup de coups de foudre peuvent se produire, voilà, au détour d'une rue, finalement. Est-ce que cette personne qui était à Saint-Germain-les-Prés était là par hasard ? Est-ce qu'il sortait d'une consultation chez son ou sa psy ? Est-ce qu'il visitait ses grands-parents de droite ? Est-ce qu'il sortait de chez Chanel ? Est-ce qu'on peut vraiment se fier au coup de foudre quand on n'a pas encore discuté des valeurs de l'autre, de ce qui l'anime, de ce qui le révolte et de ce qui le fait vibrer ? Est-ce que c'est une histoire de contexte, en fait ? Et comment on peut tomber amoureux de quelqu'un dont on ne connaît pas le bagage émotionnel, son degré d'empathie aussi, et ce qui l'a poussé à devenir la personne qu'il ou elle est aujourd'hui ? Alors voilà, si je ne vous ai pas assommé avec toutes mes questions, c'est l'heure de lancer le témoignage numéro 1. On va écouter Clémence, qui nous délivre sa vision. C'est moi, ça c'est un témoignage à moi, c'est Tu ça. t'appelles Clémence ? Ouais. Ah non, pardon, Alan. Ah waouh. On va écouter Clémence, qui nous délivre sa vision du coup de foudre, en exclusivité pour vous, chers auditeurs. C'est la première fois. C'est la première fois qu'elle mondiale. Ah oui. Clément, c'est parti. Je pense que j'y ai longtemps cru au coup de foudre. D'ailleurs, ma dernière relation, j'ai cru que c'était un coup de foudre, que c'était une évidence, que j'allais finir ma vie avec cette personne. Et en fait, je pense qu'en tant que femme cis hétéro, on grandit un peu avec ce fantasme de coup de foudre, que tout doit être évident. Et en fait, ça devient presque une injonction à se dire que si c'est pas évident, si c'est pas un coup de foudre, ce n'est pas la bonne personne. Et voilà. Sauf qu'en fait, tout ce qui a toujours été évident pour moi, enfin, dans le sens, au début, c'était une évidence, une forme de coup de foudre. Ça a jamais été bon sur le long terme et c'est jamais resté dans ma vie. Et du coup, je pense qu'il faut prendre le temps, il faut apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer parce que l'amour, ça se construit, quoi. Du coup, je crois plus du tout au coup de foudre et je crois au fait de prendre le temps, de s'apprivoiser, d'apprendre à se connaître, d'apprendre
à se découvrir au fur et à mesure. Et je pense que c'est ça, je crois à ça en fait, à l'amour qui se construit et pas au coup de foudre qui peut arriver. En fait, du coup, je crois que je crois un peu, c'est possible d'avoir un coup de foudre, mais j'y crois pas sincèrement, quoi. Manon, je t'ai vu acquiescer fortement au témoignage de Clémence. Clémence, qui est une amie qu'on embrasse. Est-ce que tu es d'accord avec Clémence, du coup ? Je suis absolument d'accord avec elle. Je trouve sa vision très clairvoyante. Et en fait, je sais que toi et moi, Alan, on a eu des débats sur le coup de foudre. Voilà, c'est vrai que c'est des discussions qu'on a eues parce que moi, à la base, je crois au coup de foudre aussi. J'étais très bercée par cette douce illusion. Et puis, en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était justement une illusion et qu'on pouvait se heurter à tout un type de problèmes qui apparaissent vraiment dans un second temps, en fait. Donc, j'ai l'impression, effectivement, que l'amour, c'est vraiment plus quelque chose qui se construit. J'aimais bien cette formulation. Et puis finalement, je me moquais d'elle en disant qu'elle était un peu perdue, mais à la fin, ce qu'elle dit, c'est que ça peut quand même exister, mais que c'est pas un peu, pas une fin en soi, quoi. C'est genre, ça. C'est un peu, on peut avoir des coups de foudre, ça veut pas dire que c'est bien en fait. Guigui, t'as des coups de foudre ? dis-nous si t'as eu un coup de foudre pour nous. C'est toutes les 10 minutes, c'est épuisant. Le cœur d'artichaut. Je vais m'acheter un fromage, coup de foudre, je vais chez le fleuriste, pareil. Non, moi j'y crois pas. Voilà, fin de l'émission, fin de l'émission pour Guigui. Merci d'avoir écouté. Ouais. Non, j'y crois pas. C'est-à-dire que, et je pense qu'on aura largement le temps d'en discuter, parce que j'ai l'impression que c'est très complexe. C'est pas que je trouve pas ça absurde de dire j'ai eu un coup de foudre pour une personne. Je pense juste que c'est un peu une construction aussi qu'on se fait dans sa tête. C'est-à-dire qu'on peut flasher sur quelqu'un. Moi, je crois pas mal au fait de flasher sur des personnes, tu vois. Tu sens qu'il y a un truc, ça peut être physique, ça peut être aussi dans le comportement et tout. Après, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un truc absolu. En fait, je crois que si je dis que je crois pas au coup de foudre, c'est parce que j'ai l'impression que derrière le coup de foudre, la notion de coup de foudre, il y a souvent ce truc de... C'est un absolu, c'est quelque chose d'extrêmement intense, d'extrêmement presque binaire, quoi. C'est-à-dire, t'as des personnes pour qui tu ressentirais pas grand-chose, et d'un coup, des personnes où ce serait un truc extrêmement fort. Et en tout cas, moi, peut-être que je suis différent d'autres personnes, mais moi, je l'ai jamais ressenti comme ça. C'est-à-dire que souvent, ça a pu m'arriver de flasher sur une personne et de me dire ah ouais, cette personne, je sais pas, je sens qu'il y a un truc qui m'attire chez elle, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être démenti très vite si en fait je me rends compte que ça colle pas sur d'autres aspects et j'ai jamais ressenti un truc de l'ordre de l'obsession pour une personne, ou je sais pas, d'ailleurs je pense que c'est tant mieux. Ouais, voilà. Alan, tu voulais nous dire quoi ? Mais moi, il y a un peu la théorie et la pratique, quoi, je trouve. Genre en théorie, je suis un peu contre l'idée de coup de foudre, du coup, qui présage d'une relation très intense, et d'ailleurs que ce serait un peu ce qu'elle dit aussi, Clémence, une injonction à, en fait, si t'as pas un coup de foudre, à mon avis, t'es quand même pas très amoureux en fait de la personne, ou des trucs comme ça. Mais dans la pratique, et moi ce que je vois quand même, mais presque plus en amitié finalement qu'en amour, c'est que j'accorde une grande importance à ma première impression quand même, parce que j'ai l'impression de bien sentir les gens la première fois que je les vois, mais des fois je me trompe quand même complètement. Et quand je me trompe, ça met beaucoup de temps à ce que finalement je continue à réapprécier la personne. Je sais pas trop comment le dire, mais je pense que malgré tout, malgré le fait que je vois tous les problèmes que ça a le coup de foudre, je suis quand même très guidé par mon instinct de la première impression que je me fais de quelqu'un quand je la vois, ce qui pose pas mal de problèmes. Je sais pas si vous êtes complètement détaché de... Genre quand vous voyez quelqu'un, est-ce que vous arrivez vraiment à le prendre sans aucun cliché, sans aucun biais, à vraiment l'apprécier parce qu'il dit, parce qu'il montre, etc. et sur un temps plus long, quoi. Moi, je trouve que ça dépend aussi des traits de personnalité des gens, du type est-ce que cette personne est introvertie ou extravertie. Ouais. Parce que c'est un sujet que nous avons discuté ensemble, Guillaume, l'introversion et le fait que parfois on n'arrive pas à dévoiler directement. Et en fait, est-ce que les introvertis n'auraient pas plus de mal à faire une bonne impression que les extravertis ? Et donc ça, c'est difficile en fait, parce que les gens sont tous potentiellement très riches dans leur tête. Et en fait, il y a des gens qui n'arriveront pas du tout à le faire transparaître. Mais ouais, c'est ça. Sur le long terme, quoi. Ils arriveront à le faire petit à petit. Il faut les connaître, il faut apprendre à les découvrir. Voilà, moi c'est pour ça que j'aimerais être moins guidé par ma première impression, je pense, dans la vie. Il faudrait que j'arrive... voilà. Bah, moi, contrairement à toi, Alan, j'ai moins de préjugés sur les gens. Mais je le pense honnêtement, Guigui. Je le pense vraiment premier degré. Ah ouais, non mais je change évidemment, mais je pense que en fait, je sais que c'est démontré que, en tant qu'humain, et je pense ça doit être pareil sur, je sais pas, l'espèce animale, il y a un peu quand même
impression initiale que nous fait une personne. Je pense qu'on ressent des trucs, il y a plein d'inconscients qui se passent. Donc je pense que on peut faire des mauvais jugements, hein. Ça arrive souvent, mais c'est vrai que souvent, en tout cas, je trouve ça intéressant de se fier à son premier instinct en se disant pourquoi j'ai pensé ça de telle personne. Je pense qu'en vrai, qu'on le veuille ou non, ça dicte quand même pas mal notre vision. Après, je pense que j'ai aussi peut-être évolué là-dessus, où maintenant je suis beaucoup plus justement parce que je me rends compte que des fois les gens se livrent pas trop, qu'en fait ils sont un peu complexes, machin. J'essaie de faire attention à pas garder une opinion définitive, ou en tout cas de pas trop me faire influencer par la première impression que m'a faite une personne, pour essayer de voir ce qu'il y a derrière. Et après, je trouve que ça se fait quand même assez vite. Tu vois, je pense que si j'ai côtoyé quelqu'un pendant 3 mois et que cette personne m'a fait une impression incroyable, ça m'étonnerait que d'un coup je me rende compte que cette personne est horrible, ou inversement, que d'un coup j'ai l'impression que quelqu'un est trop bien alors que vraiment je l'avais méprisé pendant 3 mois, tu vois. Non, mais je dirais, ça se fait quand même, je trouve, au bout d'un certain nombre d'interactions. Et effectivement, là où je te rejoins complètement, Manon, c'est que je pense qu'il y a des personnes, et des fois ça les fait souffrir, qui en fait ne savent pas trop entre guillemets se vendre spontanément, font pas forcément une impression très positive, c'est vrai qu'il y a des gens, tu les croises tout de suite, ils sont très solaires comme on dit, et ça donne envie, et des fois à tort d'ailleurs, parce que des fois les personnes solaires ont très bien conscience aussi de ça, et ça peut être un warning des fois, mais bon, ça pour dire que du coup je suis plutôt de team essayer d'aller au-delà. Et désolé, c'est une réponse longue, mais je crois d'ailleurs qu'il y a plusieurs fois dans ma vie où ça m'est arrivé de découvrir, de prendre le temps de découvrir la personne et de me dire j'ai bien fait de creuser. C'est beau. Moi, quand tu parles des influences, pareil, un truc, moi je crois que je suis très influençable. Si quelqu'un me dit alors lui lui Antoine, c'est vraiment un pauvre type. Et genre, du coup, dans ma tête, c'est acté que Antoine, c'est un pauvre type. Non. Et du coup, ça, c'est un truc, je crois que je m'étais fait une résolution un jour, une année, je sais plus c'était laquelle, peut-être 2023, qui était une résolution de moins être influencé par l'avis qu'ont d'autres gens sur d'autres gens. Quoi. Voilà. Je l'avais mieux formulé, je crois, à l'époque, mais c'est ça l'idée en gros. Déjà, t'en es conscient. Moi, je trouve que c'est déjà très bien. Donc, tu sais que tu vas pouvoir être potentiellement influencé par la vie des autres sur les gens. Bon, est-ce qu'on lancerait pas le témoignage numéro 2 ? Oui, c'est lequel ? Témoignage numéro 2, c'est Guillaume qui l'a recueilli et c'est Marie. Exactement, Marie, une pote, ancienne coloc même. Oh oui. Une pote proche. Alors Alan, je vais te demander de ne pas avoir d'avis spontané sur Marie, prendre le temps de la découvrir. Je lui ai déjà parlé, elle est extrêmement sympa. Pour moi, le coup de foudre, c'est déjà un rêve. Parce que j'ai baigné dans les comédies romantiques depuis que je suis enfant, et je pense que c'est vraiment quelque chose de chimique qu'on ne peut pas contrôler. Je crois à ça et j'espère que ça m'arrivera. Oh, c'est intéressant. Ça. Ça fâche ? Pas du tout. Le mec, il sait pas mettre les adjectifs. Non, mais avis tranché. Voilà. Là, chez Marie, c'est clair. Et ce qui est intéressant, en 12 secondes, elle a posé les termes. Là. Elle a posé les termes. Et en même temps, ce qui est drôle, c'est qu'elle y croit à fond. Mais en même temps, elle a conscience, elle le dit elle-même, que c'est beaucoup les comédies romantiques, etc., qui l'ont ça a été façonné un peu là-dedans. Ok. Et donc, tu sais si elle l'a vécu ? Est-ce qu'en off, elle t'a dit si elle l'avait déjà vécu ? Alors, j'ai des révélations sur Marie. Oh là là ! Non, je sais pas. Dans son témoignage, ce qu'elle dit, c'est j'espère le découvrir un jour. Donc, j'avoue que j'en ai jamais discuté profondément avec elle. De ce que je comprends, c'est plutôt quelque chose qu'elle espère trouver. Et donc, je sais pas si elle l'a vécu en tant que tel. Comme ça, en tout cas, le coup de foudre. On va l'appeler ? On peut l'appeler, voilà, tout de suite. Voilà, après, c'est vrai que pour pas discuter avec Marie, côtoyer Marie, je pense qu'elle a une vision romantique de l'amour. Donc c'est vrai que c'est pas forcément la même vision que moi, et je trouve ça chouette aussi. Ça me donne aussi envie quelque part, tu vois, de vivre ces émotions typiquement, les attentes amoureuses, etc. De façon peut-être plus intense que moi je peux le penser ou le vivre des fois. Donc je respecte complètement ce qu'elle espère, ce qu'elle attend, et je trouve ça chouette. Après voilà, moi comme je disais tout à l'heure, ma seule nuance c'est et là je parle pas pour Marie, mais faire attention à pas des fois tomber justement dans des panneaux un peu parce que t'as envie d'y croire à fond, des fois des gens qui t'envoient ce qu'ils ont envie de t'envoyer, et tu vois, sans être dans un registre de méfiance, je sais pas quoi, parce que je suis pas du tout comme ça, mais je pense que des fois on pourrait avoir tendance, si on se monte trop la tête aussi avec ce sujet par exemple du coup de foot, de se dire oh là là, dès qu'il y a quelqu'un où je sens qu'il se passe un truc, je vais y aller à fond, alors que peut-être qu'en fait c'est quelqu'un qui est très dans la séduction, machin, et qui peut alors je dis pas, il y a des gens qui séduisent et qui sont sympas, mais tu peux aussi avoir des fois des gens qui adorent séduire parce qu'ils adorent en fait plaire pour eux-mêmes et tout, et ça peut être un peu danger zone, je trouve. Donc c'est ma seule limite sur ça, quoi. Ouais, je pense que les apparences peuvent être trompeuses. En fait, je suis d'accord avec elle dans le sens où moi je trouve que c'est une belle idée
C'est vraiment, effectivement, on est un peu élevé à je veux rencontrer la femme ou l'homme ou la personne de ma vie. Je veux absolument avoir la personne de mes rêves. Et donc, ce serait un peu un truc impossible à atteindre et qu'on espère toujours atteindre sans vraiment le pouvoir, finalement, je crois. Ouais, mais tu pourrais l'atteindre sans bénéficier d'un coup de foudre. En fait, tu pourrais te rendre compte que cette personne, c'est la meilleure pour toi au bout de 2 ans, comme ça arrive. Tout à fait. Et tu vois, là, tu parlais de romantisme, mais je pense que derrière le mot romantique, enfin, on met vraiment ce qu'on veut, quoi. Pour chacun, on peut trouver un truc romantique que l'autre trouvera pas du tout romantique. Et je pense que ce qu'elle dit au début, ce que tu as dit même dans ton intro, c'est tellement construit avec les œuvres culturelles, littéraires, ce qu'on a mis derrière le thème romantique, et souvent, du coup, un coup de foudre. Et moi, un truc qui m'énerve de ouf aussi, c'est les amours impossibles, qui est souvent relié au coup de foudre aussi. Absolument, quelque chose de très intense, d'un peu qui dévorant. Et en fait, on peut pas parce qu'on n'est pas au même endroit, il y en a un qui est en couple et tout. Alors que moi, je trouve ça extrêmement beau, finalement, 2 personnes qui au même moment sont disponibles pour l'autre et veulent être ensemble et que c'est pas du tout un amour impossible, quoi. Moi, je pense que derrière le truc d'amour impossible, c'est aussi un truc très très toxique, en fait. Bah ouais, et je pense. Je sais pas trop comment le dire dans des termes corrects, mais il y a beaucoup de femmes en fait qui vont dire, malheureusement, moi je suis un peu attirée par les bad boys parce qu'ils vont me faire vivre des trucs de fou, peu qui vont me sortir du quotidien. Je vais vivre des mini dramas, c'est un côté excitant. Et au final, on se rend compte que ça nous abîme beaucoup. Donc je dirais que c'est peut-être c'est pas que c'est naturel parce qu'en fait c'est complètement construit, mais en tout cas il faut pas s'en vouloir de vouloir aller vers ce genre de profil. Non, parce qu'il y a quand même une partie des hommes qui pointent ça du doigt en disant et puis les gentils ils auront jamais personne, enfin c'est des incels quoi. J'aime bien le où va la discussion. Je sais pas si on peut aller direct sur les incels. Il y a eu un petit raccourci qui a été pris, mais moi écoutez, laissez-moi parler. Pardon. Mais tout ça pour dire que écoutez, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais moi je voulais dire en tout cas j'ai l'impression qu'on a besoin d'un chemin en fait pour arriver à la conclusion que les bad boys c'est un peu surfait quand même. Au final c'est peut-être rigolo pendant un mois et après c'est plus du tout rigolo, c'est juste une cause de souffrance. Franchement je trouve, pour avoir l'impression, peut-être que je suis un connard dans le fond, mais d'être plutôt quelqu'un de dans le fond, en tout cas quelqu'un de pas trop toxique, et c'est vrai que ça, c'est quand même un peu une frustration que j'ai pu ressentir des fois, de me dire putain c'est quand même dingue qu'il y ait quand même beaucoup de personnes, et c'est mecs comme filles, parce que c'est pareil aussi chez des mecs qui vont être attirés alors que c'est des personnes tout à fait intelligentes et réfléchies par des profils de personnes comme tu dis à drama, etc. Et en fait je suis d'accord avec toi, je comprends ce qui peut attirer dans les profils très drama et complexe, mais c'est vrai que c'est un peu énervant quoi. Et je suis d'accord que du coup faut pas accabler les personnes qui entre guillemets tombent dans le panneau, parce que c'est vrai que c'est un schéma qu'on nous recrache aussi beaucoup, pour le coup comme tu dis Alan, dans la fiction il y a beaucoup ce truc de ça nous fait souffrir, mais en même temps qu'est-ce que c'est bien fort et en fait ça m'énerve, je veux dire. Je sais pas, alors peut-être que des personnes toxiques et torturées sont plus intenses et plus intéressantes que les personnes qui n'ont pas trop de problèmes, mais déjà je sais pas si c'est forcément le cas, et dans tous les cas est-ce que ça en vaut le prix Franchement moi je pense que non, et c'est un peu ce que tu dis en mode il y a un moment je crois plus trop à ça puis du coup il y a une différence entre l'amour et quelque chose d'excitant, tu peux être effectivement un peu stimulé par quelque chose, un peu bousculé, mais au final c'est pas ça qui va t'apporter de la sécurité émotionnelle et des choses qui vont te permettre de construire un avenir avec quelqu'un ou quelqu'une. Moi, un truc quand même avec lequel je suis pas non plus ultra au clair, c'est que, pareil, dans la théorie, en fait, ce serait super beau qu'on se rende compte que cette personne-là, on a appris à la connaître, on a appris à l'aimer, et du coup, on se rende compte que c'est avec cette personne qu'on a envie de passer la plupart de son temps et tout. Mais c'est vrai que on choisit pas son petit compagnon de route avec vraiment des critères comme si on allait acheter un yaourt, quoi. On n'est pas des homo economicus et on se dit alors lui il a. C'est pas sur Yuka, je crois que tu peux maintenant t'as des étiquettes. Je crois qu'on peut te scanner Guigui et c'est marqué pas trop toxique. Je suis un C, je crois d'ailleurs sur le Nutri-Score. Et tu vois. Guigui, je dirais pas. Alors, vu que Guigui, il est 70% drôle, 45% plutôt confident, du coup, c'est quelqu'un de bien pour moi. C'est vrai qu'il y a toujours un truc qu'on peut pas, c'est pas palpable, quoi. En fait, on aime quelqu'un sans vraiment qu'on sache pourquoi. Donc, il y a quand même toujours ce truc un peu qu'on peut pas vraiment saisir, tu vois, aussi. L'amour n'est pas une liste de courses.
Voilà, encore une fois, on peut finir l'épisode. On avait déjà failli finir l'épisode sur Guigui, on peut le finir là. Bravo, très beau. Avec grand c'est de plaisir. ton bouquin d'ailleurs, je crois. Ouais, c'est ça, que j'ai sorti aux 150 éditions. phrases inspirantes. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est que pour les winners, donc si vous n'êtes pas un winner, le lisez pas. C'est pour ça Voilà. qu'on n'avait pas eu le lien. Ouais. Voilà, c'est ça, je ne l'ai pas envoyé. C'était fait exprès. Alors là, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au jeu d'Alan. Mais complètement, un gros petit jeu de zozo. J'ai envie Oh de là dire. là, qu'est-ce qu'on va rire. Alors, on en a beaucoup parlé, ce sont surtout les œuvres littéraires, artistiques qui ont façonné notre image du coup de foudre. Peut-être celle qui a le plus contribué à ça, c'est Roméo et Juliette de Shakespeare. Donc en fait, je ne connaissais pas cette histoire, est-ce que vous l'avez déjà lue ? Moi, je l'ai pas lu. Non, je la connais Absolument pas. de loin, mais je l'ai pas lu. Donc je sais, c'est une histoire entre deux familles qui se partagent Vérone en Italie, et donc c'est les enfants de ces deux familles qui essayent voilà, qui tombent éperdument amoureux dans un coup de foudre, et en fait c'est un amour impossible qui ne peut pas exister. Jeu très simple. Le jeu s'appelle William Shakespeare ou Alan s'exprime, ou Alan Shakespeare si vous voulez. J'adore. Wow. Donc je vais vous donner des répliques de Roméo et Juliette. Vous allez devoir deviner si c'est William Shakespeare qui l'a écrit ou moi, tout simplement. Ok. Deux auteurs connus finalement Ouais. dans la littérature. Des On hommes commence- remarquables. Attendez, je sais même plus lesquels j'ai écrits et lesquels sont de Wow. Shakespeare. Putain, le mec T'as est le tellement boulard. bon, ouais. Ah bah d'accord. C'est bon. Ouais. Je les ai. Première. Beauté trop précieuse pour la possession, trop exquise pour la terre. Alors, est-ce que c'est William Shakespeare ou Alan Shakespeare ? Je pense que c'est Alan Shakespeare. William Shakespeare. C'est William Shakespeare qui l'a sorti celle-là. Ah. Donc excellent. c'est 1-0 pour Manon. Super. Beauté trop précieuse pour la possession, trop exquise pour la terre. Qu'est-ce que c'est beau. C'est très joli, Oh il y là a là. des allitérations, un peu des choses, des petits jeux dans les sonorités, c'est joli. Ah, c'est vrai, j'aurais dû me dire. C'est Orelsan à mes yeux. Être banni de votre cité, comme le dernier des répugnants, condamne tout amour à la chute. William Shakespeare ou Alan Shakespeare ? Bah, je vais dire Alan Shakespeare, ne serait-ce que pour l'alternance. Le mec, Il a plus envie de jouer. pas du tout, le mec est dans le calcul direct, dans le calcul politique. Ben, c'est vrai que je trouvais ça étonnant que tu aies mis aussi une autre citation véridique en deuxième position. Mais en même temps, tu vois, Vraiment les pires joueurs. ouais. Non mais je me dis, la chute elle était très abrupte quand même. C'était vraiment genre la phrase elle se coupe tout d'un coup, elle nous laisse un peu dans un truc, oui. une attente, tu vois. Sachant qu'en plus Alan est quand même un gros fan de rap, quoi. Donc tu vois, il y a Ouais, ce côté c'est un peu vrai. très percutant. Ouais. contre- De la rue. Il a de la pensé rue. rap-jeu. Exactement. Donc, Ouais. ouais. Alors, Bah du coup, Alan Shakespeare. Alan Shakespeare. William Shakespeare. William Shakespeare, c'est Alan Shakespeare. Ok. Bah, Waouh. C'est gentil, merci Manon de m'avoir donné espoir, on était d'accord. Non mais Néanmoins. Et d'ailleurs, c'est fait sans IA. Voilà, je le dis. Ah oui, non, mais attends, c'est c'est fou, bon. je jette des On est obligé de lauriers, préciser. voilà. on est obligé de préciser. Waouh. Donc un partout. Je ne suis pas bien, madame. William Shakespeare ou Alan Shakespeare. Je ne suis pas bien, madame. Ah, là, c'est Je ne pas suis évident. pas bien, virgule, madame. Bah William Shakespeare. Ouais, moi je dirais Alan Shakespeare mais à sa dernière séance de thérapie. C'est William Shakespeare qui l'avait sorti celle-là. Oh 2-1 pour Manon, c'est ça ? yes. Hélas, faut-il que l'amour, malgré le bandeau qui l'aveugle, trouve toujours sans y voir un chemin vers son but ? Hélas, faut-il que l'amour, malgré le bandeau qui l'aveugle, trouve toujours sans y voir un chemin vers son but ? Je dirais. Ça te fait pleurer déjà. Il est en train de Je chialer. suis hyper ému, j'essaie de retrouver mes, Non, mais sèche tes larmes, mes s'il te moyens. Le bruit ignoble. Ouais. ASMR, bonjour. Non, allez, je vais dire William Shakespeare, mais si c'est toi, Alan, c'est très beau, bravo. Pour moi c'est Alan. Et c'est William Shakespeare. Ah putain. Ah bah Je d'accord. On avait envie de le croire, mais Ouais. c'était pas là. Les reflets de la lune sur votre silhouette éclairent votre délicatesse. Alan. William. Alan. Ah là là, mais Alan, t'es super doué. Pourquoi tu n'écris pas des textes de Mais je fais que théâtre ça, je fais que ça. Non mais de putain. théâtre. Oui, c'est vrai. Hmm. Je me lance Et de demain. la poésie aussi, s'il te plaît. Je vais tout faire du coup Tous Ouais. les styles, ok. Oui. La nuit des mots, c'est bientôt, non Ça fait combien 3 partout, je crois. Du nuage sain, il vous griffonnèrent. Comment Est-ce que vous pouvez répéter la question? Du nuage sain, il vous griffonnèrent. Bon, j'ai rien compris, ça doit être un vieux texte, c'est Shakespeare. Shakespeare, ouais. Alan, c'est Oh non Putain c'est une honte. Ok. Mais est-ce que tu peux nous préciser ce que t'as voulu dire? Je sais pas, comme si quelqu'un. Je sais pas, comme si des gens d'un nuage dessinaient, j'en sais rien, griffonnaire pour dessiner, je sais pas. J'ai tenté des mots Non, Eh mais ben. t'as raison. pour vous piéger et ça a marché. Ouais. Au nom du ciel, bonsoir. William. Ouais, c'est William, c'est trop bizarre pour que t'aies inventé un truc pareil. Mm. Ouais. C'est William, en Oui, effet, non, mais vous le en plus, ça reconnaissez faisait très bien. un peu écho à je ne vais pas Oui. bien, madame. Putain, vous avez toutes les mécaniques du jeu. La candeur de notre amour dépassera toujours la folie de notre union.
Bah, c'est assez joli. Si t'as écrit ça, moi, j'ai envie de te dire chapeau. Ouais. Bon, je vais dire Shakespeare, mais peut-être c'est toi en vrai. Allez, Alan. C'est moi. Bravo. Putain, je vous fais voyager là. Allez, on n'a plus beaucoup. Ton esprit est comme une pomme aigre, il est à la sauce piquante. Non, mais attends. Ok, Alan. Non, ça paraît bizarre et en même temps, j'ai l'impression qu'il nous provoque. Donc ça pourrait être William. Ça et pourrait en être même William, temps, mais est-ce qu'il parle de sauce piquante putain, ça existait déjà la sriracha. Moi, j'y crois pas du tout. Alan. C'est William Shakespeare. Wow. Oh là là. Pardon pour le d'accord. micro, pardon pour les Mais auditeurs. en effet, ça me paraît très bizarre que ça parle de sauce piquante. J'ai trouvé le texte sur un PDF en ligne sur internet, donc peut-être que la traduction est très mauvaise. Ah oui. Votre neveu n'obéit qu'à la... Alors, pardon. Votre neveu n'obéit qu'à la défiance, il en mourra. William. Allez, je me dis coup de bluff d'Alan. Alan. Eh oui, j'étais très vénère sur celle-là. On compte plus les points, mais je suis une grosse loseuse. Hein. Ah ouais? C'est qui qui est devant? Ouais. Sûr, Ah, si, je pense. Appelle-moi seulement ton amour et je reçois un nouveau baptême. Désormais, je ne suis plus Roméo. C'est William. Tu peux répéter? Appelle-moi seulement ton amour et je reçois un nouveau baptême. Désormais, je ne suis plus Roméo. Ouais, William. C'est William. Là, vous l'avez bien eu. Super. On en fait deux. Ouais. Allez. J'aime mieux ma vie finie par leur haine que ma mort protégée sans ton amour. C'est un peu alambiqué. Alan. Shakespeare. Shakespeare. Oh, bah. Elle a dit de Shakespeare qu'il était alambiqué. J'ai critiqué sa façon d'écrire, voilà, je me prends pour je sais pas quoi. Je suis Augustin Trapenard en fait. Et une dernière, au point d'en perdre sommeil. Mais alors, contexte, ça peut être n'importe qui. Au point d'en perdre sommeil. Je suis agacée là par ce jeu. Shakespeare. Oui, Shakespeare. Et non, ça c'est Théodora. Ah oui, d'accord. Bon, c'est vraiment un tout petit bout de phrase, genre ok. Ah, Mais malheureux. bon, merci, hein, c'était très Eh bien. bah, joué. je crois que c'est Guigui qui a gagné. On peut applaudir Guigui. Merci. Avec Bravo, vos mains qui sont bravo, complètement... bravo. D'ailleurs, je crois que Shakespeare, c'est potentiellement plein de personnes différentes. Ah bon? Il me semble Ah que oui j'avais entendu C'est ou quoi lu cette fake news? que, en fait, vu que ça date d'il y a longtemps et que c'était difficile de retracer exactement, potentiellement, c'était derrière le nom de Shakespeare, il y avait plusieurs personnes et pas forcément une seule personne. À vérifier, je dis peut-être une fake news absolue, mais je crois quand même avoir vu ça plusieurs fois. Donc, n'hésitez pas À fact-checker. à faire un petit fact-check. Yes. Soyez des enquêteurs. Ouais. Et puis peut-être que je viens de perdre toute crédibilité, mais c'est pas grave. T'en as déjà J'assume. tellement. Oh, mais non, mais t'as de la crédibilité. Moi, C'est je vrai pense. que j'ai quand même Ouais, beaucoup de ouais. crédibilité. Est-ce qu'on lancerait pas notre témoignage numéro 3? Exactement. Qui c'est le témoignage numéro 3? C'est Adrien, c'est un ami à moi qui Oui. était aussi mon ancien voisin. Mais non. Eh oui. Adrien. Ok, c'est parti. Comme tu le sais, avec mon amoureuse, on parle principalement en anglais, car on vient de pays différents. Donc, à mon avis, c'est intéressant de voir l'expression selon différents langages. L'expression française, le coup de foudre, c'est une manière imagée, donc détournée, pour moi, de parler d'une chose beaucoup plus simple et directe en anglais, l'amour au premier regard. Et ça, à mon avis, ça n'existe pas. Et j'invente pas le fil à couper le beurre, mais l'amour, c'est bien plus deep et bien plus politique qu'une simple histoire de regard. C'est pour ça que je pense que non, ça n'existe pas le coup de foudre. Mais c'est vrai qu'on a tous vécu une aventure avec une alchimie ou un magnétisme tel et une histoire qui a débuté par un seul regard que ça nous électrise et ça peut renvoyer à l'idée d'un coup de foudre. Mais à mon avis, c'est pas de l'amour, c'est qu'une composante de l'amour et une seule. C'est une image donc qui provient d'un imaginaire commun, genre tomber amoureux dans le métro par exemple. Est-ce qu'on tombe amoureux même? Et est-ce qu'on se fait foudroyer par l'amour? Non, je pense pas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce qu'il dit? Déjà, il est très fort parce qu'en une minute, il nous casse plein d'idées, de concepts et tout. Il y aurait plein de trucs à dire. Tout à fait. Il est pertinent, cet homme. Grave. Bah, du coup, alors, je vais peut-être pas préempter ma chronique. Oh là là. Ouais, j'ai dit préempter. C'est bien. Alambiqué, Très beau mot. préempté. Ouais. Voilà, on vous apprend des mots aujourd'hui. Ouais. Non, en gros, je pense que je vais pouvoir vous parler un peu de tout ça et de ce qu'en dit aussi la science, parce que je pense que la science a des choses à dire sur le coup de foudre. Mais ce que je retrouve dans son témoignage, c'est le côté, moi, je crois pas forcément au coup de foudre en tant que concept, voilà, mais que en fait, ce qu'il explique, quoi, que t'as une attirance qui peut être physique, t'as aussi, tu sens des choses, peut-être des valeurs communes, il parlait d'imaginaire commun, je crois, et je pense que ça, du coup, je pense que tu peux pas le ressentir juste en voyant la personne. Moi, ça me paraît un peu... Oui, effectivement. En fait, qu'est-ce que le coup de foudre déjà? C'est vrai qu'on l'a pas. En fait, on a peut-être pas la même définition tous et toutes. Genre, est-ce que c'est quand tu vois la personne? Est-ce que c'est quand t'as passé une soirée 3 heures à côté d'elle et tu te dis waouh, cette personne est incroyable?
J'avoue, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que ça se trouve. Enfin, je sais pas. Vous, comment vous définirez par exemple le coup de foudre? Mais je sais pas vraiment en fait. Je me pose un peu la question. Et justement, moi, je parlais dans mon introduction des applications de rencontres. Ça biaise un peu le truc, quoi. Parce que moi, j'ai eu l'impression d'avoir déjà un coup de foudre avec quelqu'un d'une application de rencontre. Donc, ça veut dire qu'on s'était déjà parlé, mais quand on s'est vu, ça a confirmé le coup de foudre. Ah, t'as eu un coup de foudre par message? Alors, j'ai eu un truc, une grosse connexion qui s'est passée, et quand on s'est vu, ça a confirmé tout ça. Parce qu'il y avait aussi ce truc d'alchimie, de connexion physique très fort. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une histoire vouée à l'échec. Le plus terrible. Mais ouais, moi, un coup de foudre, je pense que c'est un truc très court terme, quoi. Genre, tu vois la personne, alors ça peut être 1 minute comme 1 heure. Voilà. Et tu ressens direct un truc que tu ressens pas pour d'autres personnes, quoi. Truc un peu unique, rare, mais qui est très, éphémère, quoi, spontané. Et j'aime bien, Adrien, il parle de magnétisme. Je pense que ça, on l'a déjà un peu ressenti avec des gens. C'est pour ça que moi, le coup de foudre, je le vois presque plus en amitié, finalement. Alors, très intéressant, Alan, et je crois qu'on va en reparler avec un de nos témoignages. Oh, génial, parce qu'en fait, moi, j'ai plus eu des coups de foudre amicaux que des coups de foudre amoureux. Et après, ouais, c'est comment tu dépasses, même par exemple en amitié, quoi. Comment tu dépasses ce magnétisme que tu as avec quelqu'un qui est en gros de te marrer pendant 1 heure avec quelqu'un que tu viens de voir à une soirée, mais comment ça devient pas que quelqu'un qui est drôle en soirée, mais quelqu'un sur qui tu peux compter, qui connaît mieux ta vie, qui connaît ta famille, etc. C'est un peu comment tu dépasses le magnétisme avec les gens. Carrément, non, mais je suis d'accord, et c'est trop bien d'ouvrir ça à l'amitié, parce que c'est vrai que souvent on a un peu ce côté réducteur. Où il se passerait plein de choses en amour, et l'amitié, bon, c'est un peu, ça se fait, on sait même pas trop ce que ça implique et tout, alors que je partage ce point de vue sur le côté coup de foudre, enfin du coup moi je vois pas coup de foudre, mais voilà, le côté attirance relativement spontanée en amitié aussi, le côté construire la relation après, au-delà du coup de foudre amical, parce qu'effectivement tu peux accrocher de ouf avec quelqu'un avec qui tu rigoles trop, et en fait derrière en fait tu te rends compte la personne, tu peux pas lui faire confiance, et voilà, mais alors que t'as des gens, et c'est là où je trouve moi je ressens un parallèle avec l'amour, où pareil tu peux flasher sur des personnes en amour, et en fait bon tu te rends compte que la personne, je sais pas, tu la sens pas, elle est pas fiable, machin, et tu dis ouais en fait non. Enfin moi ça m'arrive souvent, voilà, régulièrement ça peut m'arriver de flasher sur une personne, et puis en tout cas je suis en couple depuis longtemps, donc je me projette plus dans le fait, en tout cas dans mon modèle avec d'autres personnes, mais voilà, ça peut arriver que ce soit avant ou même encore aujourd'hui de flasher physiquement sur des personnes, ou même en termes de comportement. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'étais pas en couple, j'avais besoin assez vite de voir si derrière je pouvais faire confiance à la personne, et très vite en fait je préférais évacuer rapidement le côté en gros, si je sentais pas la personne sur une relation plus durable, tout de suite je coupais dans ma tête presque ce côté attirance. Ça détruit le truc en fait. Ouais exactement, ça détruisait le truc parce que j'avais besoin d'avoir les deux très vite, et je pense que c'est pas le cas de tout le monde. C'était ton tue l'amour. Un peu, ouais, j'avais besoin peut-être mon côté control freak. Mais j'avais besoin assez venez à l'heure de checker qu'au-delà du flash, il y avait vraiment quelque chose qui accrochait, qui pouvait être durable, même quand je me projetais pas forcément sur une longue relation. J'avais besoin de ça, j'avais besoin de sécurité assez vite. Mais je pense que ça dépend des gens. Non, mais je trouve que c'est intéressant, et c'est plutôt une force, tu vois, de se dire effectivement, je vais couper le truc, le tuer dans l'œuf, avant que ça devienne, que ça prenne des proportions plus importantes, et que ça me mène vers une histoire qui sera vouée à l'échec. Et toi, les coups de foudre en amitié, tu vas en parler après le témoignage Personnellement, j'ai l'impression de prendre conscience de plus en plus de l'importance que ça a, et de la richesse que ça apporte, de la sécurité émotionnelle que ça apporte. Et il y a l'amitié entre femmes qui est vraiment un truc que je trouve extrêmement précieux. Avec des hommes aussi, ça peut arriver. Mais je sais pas, je trouve effectivement que c'est hyper intéressant de parler de coup de foudre amical, ou en tout cas de sentir qu'il y a une certaine connexion qui peut se faire sans parler d'amour amoureux. Mais c'est sûr qu'on a besoin effectivement d'une personne qui soit peut-être un peu fiable, ou qui soit plus qu'un délire en fait. Mais pour les amis, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus acté qu'on peut devenir amis sans avoir eu une énorme connexion dès le début, quoi. Ce qui est moins le cas pour les amours, quoi. Tout à fait. Je pense qu'en fait, il faudrait qu'on calque un peu plus notre manière de rencontrer nos amoureux comme on rencontre des amis, quoi. Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, il y a des gens qui se mettent en couple après avoir été amis. Et ça, vous est déjà arrivé ? Alors, non. Si. Enfin, non. Je sais pas vraiment quoi répondre. Ouais. Ça m'est arrivé en quelque sorte, et puis ça n'a pas fonctionné.
Et toi, Guigui? Ouais, si, bah moi, enfin, du coup, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, je sais pas si c'est qu'on était amis, mais du coup, avec ma copine actuelle, on est vraiment, comment dire, je pense qu'on a tout de suite senti que il pouvait se passer un truc, mais pendant plusieurs mois, on discutait. Bon, pour différentes raisons, ça, c'était pas possible au début. Tu peux les détailler? Non. Mais en fait, voilà, je pense qu'on sentait tous les deux qu'il y avait un truc possible. Il y a un truc dans l'air, quoi. Il y avait un truc dans l'air, mais en fait, assez vite, c'est surtout le côté, la connexion qui aurait pu être amicale aussi, hein, simplement, qui a été vraiment forte. Et je pense qu'on n'a jamais eu un coup de foudre au sens où, vraiment, dès qu'on se voyait, on était moite et pas bien. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est. Je dis pas qu'il n'y avait pas du tout d'attirance et d'amour dans l'air, mais il y avait vraiment. C'était un truc assez. Je sais pas, assez réfléchi entre guillemets, tu vois, où on a senti très vite qu'on avait plein de trucs en commun, et que du coup, je pense aussi on s'est rencontrés peut-être, enfin, c'était pas genre j'avais 18 ans, j'étais déjà relativement âgé, et je pense que du coup je cherchais plus forcément non plus une relation qui aurait pu être passionnelle ou je sais pas comment on dit souvent, et elle non plus. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait que ça s'est fait de manière très fluide, sans qu'on soit passé par plein de moments où on devait être dans la séduction à fond et tout. Presque une sorte de rencontre de vieux, tu vois. Et en vrai, je suis très à l'aise avec ça, parce que j'ai jamais été très à l'aise avec la séduction. C'est pas trop un registre qui m'intéresse, en fait. Toi, t'es plutôt jazz. Exactement. Ouais. D'ailleurs, j'ai aucune playlist séduction sur non, la honte quand même. Ouais, voilà. Donc petit vieux. moi, ça m'arrangeait vraiment. Ça m'a toujours mis mal à l'aise de devoir passer par beaucoup de moments, de dates, de machin. Et je pense qu'il y a des gens qui adorent ça, et je comprends. Il y a un côté assez excitant, fascinant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Genre là, donc. Alan, j'ai l'impression que toi, c'est pas non plus trop ton délire. Non, je sais pas comment traduire la séduction dans mon comportement, quoi. Genre vraiment. Et du coup, ça te donne des moments où je suis en train de me dire, enfin, il y a des moments avec, il y a longtemps, quoi, mais j'étais là, à mon avis, on est en train de se séduire là. Pas du tout. Mais et du coup, c'est aussi un truc, je sais pas, Manon, si t'as déjà eu ça, mais il y a pas mal de meufs qui racontent ça. Le fait que des fois, dans notre société très hétéronormée, et pour les gens hétéros, il peut y avoir le fait il y a une connexion entre un mec et une meuf, et en fait, la meuf, elle va juste se dire trop bien, un nouveau pote. Et souvent, le mec va dire waouh, ça y est, on est en train de se draguer. Mais complètement. Et du coup, en fait, c'est une énorme déception souvent pour les meufs, ces moments-là, quoi. Je sais pas si t'as déjà eu des trucs comme ça. Ouais, je l'ai vécu, et puis j'ai plein d'amis qui l'ont vécu aussi. C'est vrai que du coup, moi, je suis hétéro, et je trouve ça quand même assez compliqué d'être ami avec des hommes hétéros aussi. Qui sont célibataires, ou alors qui sont ouverts à d'autres nouvelles aventures en couple. Mais c'est vrai que il y a toujours un peu cette peur qu'on soit pas sur la même longueur d'onde et qu'on soit pas du tout sur la même intention. Genre moi j'ai juste envie d'être ton pote, d'être ton ami, et en fait toi tu vas me rajouter de la séduction là-dedans, et du coup on va le découvrir à nos dépens, et effectivement c'est une grosse déception, quoi. Parce que tu te dis putain, j'ai envie de bâtir un truc avec cette personne qui soit vraiment pas du tout de l'ordre de la séduction. Et au final, on retombe dans ce schéma qui est un peu... c'est un peu dommage, en fait. C'est un peu comme si on voulait pas aller en profondeur, je trouve. Mais du coup, je vais faire un peu l'avocat du diable. Mais est-ce que des fois... Not all men. Non, c'est pas non, mais peut-être que parfois, c'est vraiment sincère de la part d'un homme, tu vois, qui, lui, pour le coup, a eu une vraie connexion et s'est dit « Ah putain, mais j'ai trop envie qu'on devienne plutôt amoureux, quoi ». Et du coup, je peux aussi comprendre que des gens se disent ça, et que, mais en même temps, c'est toujours dans le même sens, quoi. On voit bien que le pattern, c'est toujours que les mecs pensent que dès qu'ils parlent à une meuf, ils sont en train de la draguer, alors que les meufs, elles pensent juste que c'est une nouvelle personne dans leur vie, et plutôt un pote, quoi. Donc ouais, moi, je sais pas trop comment aborder ces trucs, quoi. Après, je pense, oui, c'est toujours, il y a toujours des contre-exemples et tout. Enfin, je connais aussi des cas inverses de meufs qui espèrent un truc avec un gars qui en fait n'était pas intéressé. Ça existe aussi, mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même un peu ce schéma, quand même plutôt essentiellement de mecs qui, je pense, qui fantasment le truc de dès qu'il y a une meuf avec qui t'as une connexion, peut-être que tout de suite t'as le schéma de ok, là je suis dans une logique de conquérant, de séduction. Non, mais tu vois, pas forcément dans l'idée explicite de vouloir la dominer et tout, mais peut-être qu'il y a un peu ce truc où on t'a appris que si une meuf a l'air d'être intéressée, ne serait-ce que par toi, pas forcément en tant que partenaire potentiel, alors proie potentielle, j'en sais rien, tu vois. Là, je vais peut-être un peu loin dans le truc, mais... Non, moi je suis d'accord, franchement. Je pense comme la figure de la passante, genre la femme qui flâne.
elle erre pas sans but, quoi. Et en fait, elle est disponible. Et en fait, il y a ce truc aussi avec la femme célibataire, à mon avis, qui est toujours un peu potentiellement ouverte. Bon, bien sûr, c'est faux. Et donc certains hommes vont se préfigurer que y a une ouverture, quoi. Du coup, toi, quand les moments où t'as été célibataire, tu te sentais pas sécure sur des moments où t'allais avoir une connexion avec un mec, tu te dis ah putain, ça y est, il est persuadé qu'on. Sans vouloir, me dire tout le monde est amoureux de moi, c'est pas ça. Mais c'est le cas. C'est le cas. Autour de la table, c'est super amoureux de moi. Mais c'est très énervant. Mais non, en vrai, c'est une interrogation, je pense qu'on se pose plus ou moins toutes. Ouais. Genre, je sais pas, la question, est-ce que t'as Insta ? Est-ce qu'on peut se dire, on s'ajoute en étant pas dans la séduction, s'il vous plaît, en fait. Voilà, et en fait, moi, donner mon Insta à un mec hétéro célib, c'est un peu compliqué. Guigui se fait engueuler là. Putain, merde, comment je vais pouvoir faire Qui demande des Insta à toutes les meufs qui croient. Les mecs qui écoutent cet épisode, vous savez, faites attention. Avec vos Insta là. Non, mais justement, moi, j'essaie d'aller dans le sens contraire. Mais en fait, je me dis toujours, si un mec hétéro me demande mon Insta, potentiellement, il va essayer de faire ses petits bails. Sa petite tambouille en DM, quoi. Sa petite tambouille en DM, qui est ton deuxième bouquin qui sort c'est ça, ouais. Maintenant qu'on a entendu le témoignage d'Adrien, qui nous a fait beaucoup parler, d'ailleurs, qui nous a fait beaucoup réfléchir, merci à lui. J'ai envie qu'on lance le deuxième témoignage d'Alan, qui est Stanislas. Stan, qui est un ami à nous aussi. Il se trouve que je crois complètement au coup de foudre, puisque j'en ai moi-même vécu un. Donc je suis la preuve vivante que ça existe bel et bien. Oui, j'étais avec un mec qui était mon copain de l'époque, avec qui je suis resté 6 ans. En fait, il a très vite voulu qu'on soit en couple ouvert, enfin en tout cas qu'on fasse des plans à 3. Vient un jour qu'il y avait un mec avec qui on voulait faire un plan à 3, avec qui on parle sur une application de rencontre et tout. Et donc j'avais rendez-vous avec le gars, je sais plus, il n'y avait pas mon ex. Et donc j'ai rendez-vous avec ce fameux Quentin. C'était la première fois qu'on se voyait dans un bar. Mais coup de foot de ouf, vraiment genre, alors que j'étais pas du tout préparé psychologiquement à ce que ça match à ce point-là avec quelqu'un. Déjà ça a matché de ouf physiquement, ça c'était incroyable, genre on a vraiment passé 3 heures dans le bar ensemble à discuter et surtout à s'emballer. Bon, on n'arrêtait pas de s'embrasser mais goulûment, vraiment une attirance physique incroyable que j'ai vraiment je pense jamais ressenti depuis. Et après ça a tout de suite matché psychologiquement, etc. Pendant plusieurs mois ensuite derrière, on a couché à 3 avec mon ex de l'époque. Et en fait, à la toute fin, j'ai été chez lui une fois, j'ai couché avec lui une fois, juste lui et moi. Et mon ex de l'époque est parti en Italie. J'ai dit à Quentin, je lui ai dit, je pense que je vais rompre avec mon copain. Comme ça, on pourra éventuellement voir si on peut pas se mettre ensemble. Et donc, on s'était fixé 3 mois un peu pour faire un peu le ménage dans nos vies respectives. Moi, je pars à Florence pour larguer mon mec officiellement pour pouvoir me mettre avec lui. Et en fait, 3 mois plus tard, on se donne rendez-vous chez moi. Et là, il m'annonce qu'il a trouvé un copain et que du coup, il veut plus qu'on se voit. Ça, c'était en 2018. Et depuis, je l'ai encore dans la tête. Aïe. Coup dur. Grosse histoire, parce que ça doit être ça aussi, les coups de foudre. Enfin, c'est ça, les coups de foudre aussi, c'est des histoires hyper intenses, c'est ce qu'on a dit, quoi. Et là, Stan, il nous raconte un peu ça, quoi. Ouais. Que c'est un truc qui l'a vraiment marqué et qu'il a encore en tête. 8 ans après. Très fort, quoi, de ce qu'il décrit. C'était vraiment un truc spontané, hyper. Là, pour le coup, ça s'est fait vraiment sur l'instant et pendant des mois, visiblement, c'était quelque chose assez. Mais un peu l'amour impossible encore. Bah oui, parce qu'ils étaient dans 2 temporalités très différentes en fait. Stan, il était sur le point d'être disponible et lui, il s'est refermé comme une fleur. Mais justement, c'est ça, je trouve ça intéressant cette question de disponibilité parce que là, pour le coup, amour impossible et en même temps, ce qu'il raconte, c'est qu'il y avait quand même un horizon et qui s'est refermé du fait de l'autre personne. Et c'est quand même rude quand tu te projettes. Je sais pas si ça vous arrive aussi des situations où tu te projettes avec quelqu'un, en fait, tu te rends compte que la personne, ça aurait pu le faire, mais finalement, elle est plus disponible ou quoi. Mais comme je dis, moi j'en ai fait vraiment le deuil de ça. Je pense qu'avant ça pouvait. Tu sais, quand t'es plus jeune et tout, tu te dis mais c'est pas possible, comment ça se fait qu'elle est plus en couple alors que moi, à un moment, j'étais célibataire et tout. Mais ouais, j'en ai fait le deuil en disant en fait c'est. Enfin, si vraiment on était intimement amoureux et on serait tous les deux disponibles pour l'autre, quoi. Donc je pense qu'il faut réussir à faire le deuil de ces amours impossibles. J'ai l'impression presque que du coup ça peut nourrir le coup de foudre. Là, est-ce que. J'ai pas du tout envie de juger l'histoire de Stan, mais est-ce que. C'est parce que l'amour était impossible que ça a renforcé un coup de foudre et le moment où en fait ils étaient tous les deux disponibles, est-ce que ça n'a pas éteint cette flamme un peu artificielle peut-être, je sais pas, là pour le coup c'est pas du tout ça que Stan a vécu, j'ai l'impression, parce que c'était très fort, mais ce truc de non-disponibilité, j'ai l'impression que ça peut nourrir ce coup de foudre, quoi.
Bah, notamment chez l'autre personne, peut-être que c'était ça, tu vois. Peut-être que la personne finalement était moins stimulée à partir du moment où c'est devenu concret, tu vois, j'en sais rien. Peut-être. Ou c'est devenu possible aussi. Je pense que moi je trouve que son histoire fait un petit peu rêver dans le sens où c'est quelque chose où voilà ils se sont un peu pourchassés. Au final ça n'a pas abouti, mais ça avait l'air quand même d'être très beau leur histoire. Mais est-ce qu'il le connaît vraiment, ce garçon? Ouais. C'est la question que je me pose parce que. Et on lui posera la prochaine fois qu'on le verra. On se pose. Tout à fait. Mais moi, je trouve ce qui m'interpelle aussi, c'est le sujet de, tu sais, en gros, est-ce que dans nos vies, des fois, on se fixe pas. Je parle pas du témoignage en particulier. Mais en gros, ce qu'on disait tout à l'heure sur est-ce que toi, t'as fait le deuil, en gros, de te dire c'est con, là, on aurait pu être ensemble et ça ne le fait pas. Et en fait, je me dis, il y a peut-être un peu de ça aussi dans le coup de foot, c'est qu'on a tendance encore une fois, à rendre ça absolu, comme si il y avait, par exemple, la notion d'âme sœur. C'est un truc, ça m'a jamais trop parlé, parce que en fait, il y a un côté absolu. Alors qu'en réalité, c'est peut-être un peu froid et cynique ce que je veux dire, mais je veux dire, par exemple, je suis en couple avec quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui on est très bien tous les deux, et je pense que elle comme moi, on est convaincus que dans une vie alternative, on serait avec quelqu'un d'autre et que ça pourrait se passer très bien aussi. Ah oui. Et c'est pas le seul scénario, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, il se trouve que c'est le scénario qu'on a choisi, qu'on est en train d'embrasser. Voilà, jolie métaphore, et j'espère pour longtemps, tu vois. Mais en fait, je pense que, et ça c'est cool parce que s'il y en a un qui est persuadé que t'es son âme sœur et que toi tu te dis pas forcément, en fait, on en sait rien, ça peut être un peu dur à vivre. Nous, je pense que là on est assez alignés sur le fait que voilà, l'amour n'est pas un absolu, que c'est aussi un concours de circonstances, mais ça veut pas dire que c'est pas beau. Enfin, et c'est là où je pense que pareil, il peut y avoir une dichotomie où soit l'amour est extrêmement fort, unique, et donc c'est beau, ou l'amour est un peu chiant parce qu'en fait c'est basé sur des trucs un peu objectif, voilà. Mais moi j'y crois pas. Enfin, je pense que c'est super beau aussi de se dire que oui, peut-être que dans une autre vie on serait pas ensemble, mais en fait on est ensemble, on l'a choisi. Il y a plein de choses qui nous réunissent et c'est trop cool aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Mais j'aime bien ce que tu as dit sur est-ce qu'il le connaît vraiment, quoi. Je pense qu'il y a aussi beaucoup ça dans les coups de foudre. On fantasme beaucoup de choses sur des personnes qu'on connaît vraiment pas beaucoup. Et en fait, c'est ça qui rend le truc très bizarre, c'est qu'on a l'impression de connaître la personne, on a l'impression qu'elle est absolument parfaite, alors qu'en fait, on sait, comme ce qu'on a dit au début, quoi. On sait pas vraiment ce qu'elle pense, on connaît pas son passé, on connaît pas son histoire, on sait pas juste comment elle vit dans son appartement. C'est méga important en vrai quand t'es en couple avec quelqu'un. Et du coup, je pense que c'est ça. On projette beaucoup de choses sur une personne, finalement. On aurait envie que ce soit notre idéal. Et du coup, ça crée un truc assez chelou, en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, moi, je te rejoins sur l'âme sœur. Je pense qu'on peut avoir potentiellement plein d'âmes sœurs. En fait, tout n'est pas écrit. Enfin, sinon, ça veut dire qu'on croit un peu en l'idée du destin. Bon, c'est peut-être pas. Ouais, je sais pas. Ouais, je pense qu'on peut avoir plusieurs âmes sœurs et effectivement, dans une autre vie, on pourrait être avec quelqu'un d'autre et c'est plutôt sain de l'accepter au final. Et effectivement, croire au coup de foudre, c'est peut-être avoir une vision en fait un peu fantasmée, comme tu dis, de la personne et s'imaginer qu'elle est comme ci, comme ça, mais en fait, tu connais pas vraiment son système de valeurs, tu connais pas ses convictions politiques, tu sais pas comment elle a traité ses partenaires avant toi. Voilà, c'est plein de choses en fait qui sont quand même assez importantes pour aimer, je trouve. Après, c'est sûr qu'il y a peut-être un peu ce côté, fantasme d'une personne qu'on ne connaît pas. Il peut y avoir quand même peut-être, en effet, plus de stimulation d'imaginer ce que la personne peut être, parce que c'est sûr qu'on y projette du coup, comme vous disiez, quoi, des choses qui en fait sont dans notre tête et qui nous font rêver un peu. Alors que ça se trouve, cette personne n'est pas du tout comme ça. Mais c'est vrai que tant qu'on ne sait pas, bah ouais, il y a un peu ce mystère, oui, donc c'est sûr que ça joue forcément, je pense quand même dans le désir au début. C'est un peu le paradoxe, je pense, c'est que c'est sûr que quand tu connais par cœur quelqu'un, je pense que c'est plus dur aussi d'avoir un fantasme sur cette personne. Enfin, je pense que quand même tu peux essayer de renouveler et tout, mais je pense quand même que des fois la nouveauté et le mystère forcément vont nous attirer, pas que en amour d'ailleurs. Et donc je pense qu'en fait c'est aussi logique finalement qu'on puisse avoir du désir pour des personnes qu'on connaît pas très bien, quitte à ce que derrière ce soit un piège ou pas. Oui, ça peut être une bonne surprise. Très bonne surprise. Ça peut être une très bonne surprise. Mais tu peux effectivement découvrir chez des gens où au début tu as une entente parfaite, une alchimie, tu rigoles, tu as fait des projets, tu dis des trucs un peu fous, tu as l'impression Il a voté Pécresse. Eh ben oui, tout à fait. Non, mais, et là voilà. Tu dis, ok, on était fait pour être ensemble. Non mais meeting. C'est ça. Perso, je suis tombée sur des garçons qui avaient des problèmes de colère, par exemple, d'accès de colère. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on détecte au bout de 2 semaines. Il avait pas mis sur son profil Bumble, par exemple. Il l'avait pas mis bizarrement, très bizarrement. Ou alors des problèmes d'addiction.
Et ça, bon, je jette pas du tout la pierre sur les personnes qui ont des addictions. C'est juste que quand ça fait souffrir l'autre, ça peut être compliqué. Et quand on a des accès de colère à cause de son addiction et qu'on fait souffrir l'autre, bah c'est encore pire. Et juste, je reviens sur le truc de mystère. En fait, le mystère, j'ai l'impression qu'on l'entretient beaucoup pour les relations amoureuses, mais beaucoup moins pour l'amitié, quoi. Genre, est-ce qu'on est attiré par le mystère en amitié, de se dire, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas d'autres amis qui pourraient être mieux, tu vois? Ouais, on est beaucoup plus réglo et on est beaucoup plus apaisé à l'idée d'avoir les amis qu'on a autour de nous. Juste, on se dit des fois, ce serait cool de rencontrer de nouvelles personnes et tout. Alors que pour les histoires amoureuses, il y a quand même toute une construction autour de ce qu'on n'a pas, quoi. C'est assez fou quand même, je trouve. Ouais, je suis d'accord, et je dirais même que du coup, chez l'être dont on est amoureux, on cherche une sorte de perfection, enfin que la personne elle coche toutes les cases. On parlait de la liste de courses tout à l'heure, alors que chez nos amis, on a un peu plus le droit à l'erreur peut-être. Enfin, on recherche pas la personne parfaite qui va correspondre. C'est ça. Donc j'ai l'impression que il y a certains amis, ils sont extrêmement drôles. Il y en a, ils sont un peu moins. Il y a des amis qui sont hyper empathiques. Il y en a, ils manquent un peu d'empathie. Et au final, on accepte les gens comme ils sont et on est plus tolérant. Mais en fait, j'ai l'impression, c'est aussi parce qu'on a plusieurs amis et que dans notre logiciel, en tout cas, à nous trois, on est exclusif et on a plutôt un seul partenaire. Et donc, il faudrait trouver toutes les cases dans le partenaire parce qu'on en a qu'un. Alors que les amis, tu te dis, oui, Guigui, il est drôle, mais j'ai aussi un autre pote, en fait, je peux lui parler de mes problèmes. J'ai un autre pote, on peut aller faire du badminton ensemble, tu vois. Alors qu'il faudrait retrouver toutes ses compétences et tous ses traits de personnalité chez une personne, du coup, parce qu'on a une unique partenaire, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est peut-être ça qu'il faut laisser tomber comme idéal. En fait, oui, la personne avec qui je vais être, elle va pas cocher toutes les cases et c'est ok. Et je pense que il faut peut-être pas se dire je veux qu'elle soit absolument drôle, intelligente, de gauche, blablabla. Si ma meuf fait tout ça. Bon, vous avez le droit, drôle, intelligent et de gauche, vous avez le droit, évidemment. Mais s'il y a d'autres critères qui sont un peu, en fait, que vous arrivez à trouver chez vos amis, et pourquoi pas ? Oui. Moi, j'ai eu cette discussion justement avec un ami qui m'a vraiment éclairée et qui m'a dit il y a des choses que je trouve pas chez ma partenaire, et je les trouve chez mes amis. Et c'est pas grave. Complètement d'accord. C'est beau. C'est très beau. C'est beau. Donc, après cette discussion fort sympathique, je te laisse la parole, Guillaume, pour ta chronique. La grosse chronique. Tout à fait. Et c'est parti pour cette petite chronique donc sur le coup de foudre. J'ai essayé un peu de vous retracer l'histoire d'où ça vient cette expression de coup de foudre et ce que ça implique, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans la littérature, dans notre imaginaire collectif, mais il y a aussi des scientifiques qui ont essayé de se poser sur le sujet. Donc voilà, petit retour en arrière sur le coup de foudre à travers l'histoire. Alors le coup de foudre, phénomène mystérieux célébré par les arts et les films de Noël depuis des siècles. Le coup de foudre fascine au point que 3 podcasteurs mondialement connus ont décidé d'y consacrer un épisode de leur brillant podcast. Mais peu de gens s'interrogent sur l'origine de cette expression et sa réalité scientifique. Donc c'est pour ça que je suis là. L'expression coup de foudre, elle apparaît en France en tout cas au XVIIe siècle, d'abord dans un sens strictement météorologique. Il s'agissait tout simplement du choc produit par la foudre, soudain, violent, imprévisible et qui grille les vaches dans les champs. Mais c'est au siècle suivant du coup que dans un contexte où la langue française elle se plaît à multiplier les métaphores affectives, que l'expression prend une dimension sentimentale, que ça désigne alors l'amour qui frappe instantanément à la manière d'un éclair qui traverse le ciel puis le cœur. Et d'ailleurs, c'est hyper violent, désolé, je te coupe, mais en fait, c'est horrible de se faire foudroyer. En fait, c'est pas du tout positif. Ça peut faire un peu mal. Mais du coup, à partir surtout du 18-19e siècle, même les écrivains romantiques vont en faire un motif récurrent de leurs œuvres et de leur vie. Victor Hugo, par exemple, racontera avoir été frappé par un choc électrique à la vue de Juliette Drouet, qui deviendra sa compagne pendant 50 ans. Stendhal théorise carrément le truc derrière la notion de cristallisation. C'est dans un bouquin qui s'appelle De l'amour, que je n'ai pas lu. Donc pour lui, la cristallisation, c'est un processus via lequel notre esprit affublerait l'être que l'on aime de qualité idéalisée. Déjà, on voit quand même qu'il y a la notion d'idéal derrière cette notion de coup de foudre. Depuis, la fiction a fait son pain blanc de ces histoires de coups de foudre, de Titanic à La La Land, en passant par l'explicite coup de foudre à Notting Hill. Oui. Voilà. D'ailleurs, Hugh Grant doit 95% de sa fortune à l'invention du concept de coup de foudre. Oui. Toutes les comédies romantiques dans lesquelles on a pu le voir. Il a vécu sur ça. Il a vécu complètement sur ça. Et donc, la métaphore du coup de foudre devient la manière poétique de dire que l'amour échappe à la raison. Mais les chercheurs s'accordent pour dire que loin d'être une simple invention d'artiste en manque d'inspiration, il cache une réaction biologique réelle. C'est, selon les chercheurs, une sorte de réponse instinctive d'attirance potentiellement liée à la reconnaissance de signaux génétiques ou phéromonaux jugés compatibles.
Une étude de l'université de Syracuse, donc aux États-Unis, qui a été menée en 2017, a montré par exemple que le coup de foudre pourrait se produire en moins d'un cinquième de seconde et impliquer jusqu'à 12 zones cérébrales simultanément. C'est n'importe quoi. Notamment, Je peux pas y croire. c'est ouf, hein. Notamment celles associées au plaisir et à la motivation, et que ça libère des substances excitantes comme la dopamine, mais aussi de l'adrénaline. Le cœur s'accélère, la peau chauffe, la concentration se fixe sur l'autre, tout ça forme ce qu'on décrit comme un choc amoureux. Mais les neuroscientifiques insistent, il s'agit d'une réaction émotionnelle immédiate, non d'un jugement réfléchi. Le coup de foudre relève davantage du désir et de la projection que de la connaissance réelle de l'autre. Et certaines études, d'ailleurs, notamment menées par Donatella Marazziti, Qu'on embrasse. de l'université de Pise, en Italie, montrent que même si les personnes en plein éblouissement amoureux ont l'impression de vivre un coup de foudre, en fait, elles présentent surtout un taux de sérotonine similaire à ceux observés chez les personnes atteintes de troubles obsessionnels. En d'autres termes, le coup de foudre serait aussi une forme d'obsession temporaire biologiquement programmée. Ah oui. Donc c'est un peu flippant. Ça. Voilà, donc ça vous autorise pas pour autant à harceler vos crushs de texto. Hein. C'est quand même dysfonctionnel en fait d'être obsédé par une personne à ce point-là. Voilà, donc entre mythes littéraire et réalité neurologique, le coup de foudre, donc ça illustre bien la complexité de l'expérience amoureuse, à la fois instinctive et culturelle, biologique et symbolique. Et s'il conserve une telle puissance dans l'imaginaire collectif, c'est peut-être parce qu'il nous rappelle qu'au cœur même de notre rationalité moderne subsiste encore la part indomptable du mystère. Oh, mais merci. Excellent, ça. Mais, ouais, j'ai l'impression que ça colle avec pas mal de trucs qu'on a dit. On a tous un peu ressenti des petits papillons dans le ventre pour plein de gens, mais ça a 1000 limites, quoi. C'est ça, ça a 1000 peut-être même 2000 peut-être. Ouais, peut-être 3000. 3200 d'après l'université de Berlin d'ailleurs. Il nous ramène la science à chaque fois. Mais je trouve ça intéressant que tu parles de sérotonine, parce que du coup, moi ça me fait penser aux troubles psy, et je me dis du coup, en fait tu parlais de troubles obsessionnels aussi, donc c'est pour ça que ça m'a fait penser aux troubles psy. Est-ce qu'on a un accès au coup de foudre différent en fonction de notre degré de sérotonine disponible dans notre... Donc il y en aurait qui seraient peut-être plus sensibles au coup de foudre, en tout cas qui seraient plus vulnérables à ça. En tout cas, après là, c'est une une des composantes du coup de foudre de ce que je comprends. C'est voilà, que ça peut déclencher particulièrement de production de sérotonine, etc. Donc j'imagine que les personnes effectivement qui ont peut-être plus de sécrétion de sérotonine ou au contraire d'inhibition vont agir différemment sur ce sujet-là. Et peut-être que du coup dans la composante notamment obsession, je sais pas, peut-être que ça peut jouer sur le fait que des personnes passent en boucle à quelqu'un a un crush, là où peut-être que d'autres vont être moins obsédés par cette nouvelle personne. Enfin, dans tous les cas, je pense que en soi, c'est pas forcément un problème de penser souvent à ton crush, mais effectivement, tant que ça déborde pas sur des comportements problématiques intrusifs. Donc on respecte la République. Mais je pense quand même que du coup, je sais pas si vous arrivez ça d'ailleurs d'avoir un crush et de penser vraiment en boucle à la personne et tout. Et je pense qu'en fait, des fois, on en a besoin. Il y a des périodes de sa vie où ça peut faire du bien aussi de se dire, ok, j'ai un peu une sorte de pas de target, ça fait un peu justement guerrier quoi, mais tu sais chasseur. Ouais, voilà, je suis un chasseur. Encore un problème du patriarcat. Mais c'est un truc qui t'apaise quoi. Non, ouais, c'est ça, c'est un doudou un peu. Ouais, ça rassure. Ouais. Peut-être qu'en fait c'est une pensée à laquelle on s'accroche. Ouais, oui, un doudou. C'est ça, tu vois le côté. Bon. Est-ce qu'on lancerait pas le témoignage 5 ? Oui. C'est un témoignage que j'amène dans mon petit sac. Merci Manon, c'est très généreux. Avec plaisir. C'est mon amie Florence qui réside à Marseille, mais qui habitait avant à Paris. D'accord. Petite histoire de géographie. C'est fou. Mais pourquoi pas ? Est-ce que ça vous intéresse ? Non ? Eh bien tant mieux. Avec de villes peu connues d'ailleurs. Exactement. Petit audio sur le port de Marseille. En plus, c'est la malade. Est-ce que je crois au coup de foudre ? Ma réponse, c'est non. Je n'y crois pas, mais je n'y crois pas pour les relations amoureuses. J'ai toujours envie d'apprendre à connaître la personne et il me faut du temps, il me faut beaucoup de confiance à acquérir avant de tomber amoureuse de quelqu'un. Donc c'est absolument pas au premier coup d'œil que je peux tomber amoureuse et avoir donc un coup de foudre. En revanche, je crois pas mal au coup de foudre amical. Ça m'est en tout cas beaucoup arrivé et j'ai toujours quelque chose. Parfois, il y a des personnes avec qui j'ai un feeling et je me dis j'ai envie d'être amie avec cette personne-là sans trop savoir pourquoi, mais il s'est avéré que ça a toujours été un vrai coup de foudre et qu'aujourd'hui ces personnes font partie de mes meilleures amies. Voilà. C'est très joli, je trouve. C'est vrai que c'est rare qu'on entende ça, soit tu crois au coup de foudre, soit tu crois pas, mais c'est, en général c'est plutôt dans l'autre sens. C'est oui, je crois au coup de foudre amoureux, bon les amis. C'est vrai que là c'est l'inverse, on en parlait tout à l'heure, mais je trouve ça hyper original comme approche, tout à fait. Mais
désolé peut-être de créer un débat, mais toi t'étais quand même plutôt en mode, même pour les potes, parfois on a un coup de foudre, mais on se rend compte que c'est des gens qui sont pas fiables et que du coup c'est un truc à dépasser aussi, quoi. Ouais, je pense. Enfin, en fait, ça me fait penser. J'avais lu un bouquin. Je crois que c'est un spécialiste des primates. Ok. Franz de Waal, qui est connu. C'est T'as inventé un nom. c'est ça. C'est Manon Duval qui t'a fait Franz de Waal. J'ai vraiment le premier truc qui m'est passé par la tête. Non, Franz de Waal, j'avais lu un bouquin, je crois, ça s'appelait L'âge de l'empathie, Okay. qui date un peu, donc je sais pas à quel point il est encore à jour sur les dernières connaissances scientifiques. Mais en gros, ce qu'il expliquait, c'est que en étudiant les singes, les grands singes, ils se rendaient compte qu'il y avait des singes qui étaient méga potes assez spontanément. Et après, je pense qu'on connaît pas trop non plus dans le détail leur mode de fonctionnement. Il y a sûrement plein de raisons objectives. Mais du coup, ils étaient quand même fascinés de voir que vraiment il y en a direct. Complices, ils allaient jouer ensemble. Sur le port de Marseille. Et c'était, ça l'avait marqué, quoi. Il en parle dans le bouquin et tout. Donc je me dis, c'est vrai que du coup, ce qui n'est pas pour moi un coup de foudre, une sorte d'attirance assez spontanée. Oui, je pense que ça existe carrément pour l'amitié et pas juste un amour, quoi. Est-ce que c'était un coup de foudre avec Florence amical, Manon? Alors, on a bien accroché toutes les deux au début. Parce qu'en fait, Après grosse embrouille. Après, voilà. Semaine 2, grosse énorme embrouille. clash, un énorme clash. Dans la villa. C'est sur ça. un ring d'ailleurs. Et oui, c'était l'octogone. Voilà. J'étais Booba, il était Caris. En fait, on travaillait dans la même association, figurez-vous, mais pas du tout dans le même service, entre guillemets. Et en fait, on s'est sentis un peu attirés l'une par l'autre. Pause déj. Et donc, nous avons déjeuné ensemble. Un repas éthiopien. Un repas éthiopien, c'était excellent. Génial. Toutes les deux, du coup. Tout à fait. Génial. Et en fait, voilà, c'est comme ça qu'est née notre amitié, finalement. Et qui a proposé le déj? Je ne sais plus. Potentiellement, c'est moi. C'est génial. Après, c'est prouvé que les restos éthiopiens favorisent l'amitié de 20% par rapport aux autres. Tout à fait, mais parce que c'est très convivial aussi. Mais d'ailleurs, j'en parlais avec Guigui il y a pas longtemps. Je disais, il faudrait que j'invite plus des collègues à déjeuner en tête-à-tête. Mais genre, je trouve ça un peu chelou comme. Alors que je pense que ce serait absolument génial de déjeuner en tête-à-tête avec certaines personnes que tu vois que dans des groupes ou très rapidement et tout. Mais c'est vrai que la démarche, j'ai tellement pas l'habitude de faire ça qu'elle me paraît un peu bizarre, quoi. Mais là, tu parles avec tes collègues ou même avec des potes comme ça que t'as ouais, pas même certains potes. Par exemple, t'es très forte pour nous prendre à part, quoi. Oui, merci. Ouais, non, mais t'aimes bien faire ça, quoi. T'aimes bien. Tu nous isoles, en fait. Tu divises et tu divide and conquer, quoi. Et puis tu essayes de créer des histoires entre nous pour qu'on se clash. Des trucs comme ça. Je vous instrumentalise. Mais ouais, je pense que j'ai pas assez le réflexe de faire des dates avec des potes, quoi. Ouais. Non, vas-y, ok. Non, moi je trouve que c'est une très bonne idée et je le fais aussi de plus en plus. Et je pense que notamment chez les mecs, enfin, je sais pas, encore une fois, c'est pas les règles générales, mais je pense qu'il y a souvent plus une tendance à se voir en groupe. Il y a c'est moins valorisé, en général, de se faire des trucs en petit comité à 2, 3. Souvent, t'invites un pote, t'invites tous les potes, quoi. Enfin, je trouve, moi j'ai beaucoup pour les matchs de foot, ça. Notamment, non mais carrément, c'est un très bon exemple. Et en fait, c'est rare même avec des potes super proches. Je trouve, moi pendant longtemps, jamais ça m'est arrivé de faire un déjeuner avec un bon pote. Et maintenant, je le fais de plus en plus et je trouve que c'est super intéressant aussi. Enfin, en fait, les deux ont leur intérêt, tu vois. Mais tu creuses beaucoup plus ta relation à deux. Voilà. C'est ce que tu cherches, toi, Manon, quand tu dates des potes? Alors ouais, j'ai l'impression qu'on arrive effectivement à explorer plus l'autre, à comprendre ses complexités, parce que parfois tu peux... Enfin, moi je voulais te dire un truc aussi, vous dire un truc, à tout le monde en fait, à tous les auditeurs. C'est la France, là. C'est ça. Chers compatriotes. Chers compatriotes. En fait, il y a des gens, parfois, en amitié, et au début, on les aime pas trop. Parce que... Non mais c'est vrai. Franchement, moi j'ai vécu ça plusieurs fois. Et au début, tu te dis, bon, cette personne, elle est peut-être un peu grande gueule, un peu relou, un peu maladroite. Mais en fait, c'est son attitude en public. En groupe, tout à fait. Et donc, il y a une sorte, je sais pas, d'énergie de groupe qui l'a fait un peu dévier, je suis d'accord. Et au final, quand t'arrives à la voir en face à face, mais putain, tu te rends compte de la complexité de la personne et du fait qu'elle a un énorme cœur, alors qu'en fait, en public, peut-être qu'elle va pas forcément le montrer. Et ça, je trouve ça magnifique. Unpopular opinion ou pas d'ailleurs, mais moi maintenant, souvent, ça m'ennuie de voir des potes en groupe. Ah ouais, putain, okay. Ça dépend. Et en fait, je suis en train un peu de revenir en arrière. C'est-à-dire que là, des fois, je me dis, je pense que je suis passé par une période où j'étais méga frustré en fait de me dire, c'est con, c'est parmi mes meilleurs potes, mais en fait, on se voit tout le temps en groupe. Du coup, on a tendance à aller à la facilité de la blague, du small talk, etc. Et je suis passé par une phase où vraiment j'étais méga frustré. Mais maintenant que j'ai plus pris l'habitude de voir mes potes aussi en parallèle, en
privé, un truc, je sais pas comment dire. Maintenant, j'accepte plus ces moments où on déconne ensemble en me disant, j'ai aussi mes moments pour les voir et creuser davantage de relations. Mais c'est vrai que je trouvais qu'à un moment, j'avais l'impression d'avoir surtout des relations en groupe et je me disais, mais est-ce que finalement mes amitiés elles sont pas en partie superficielles, tu vois, au-delà de l'affect où on sentait qu'on était hyper attachés les uns aux autres parce que depuis des années par cœur et tout, mais n'empêche que je me disais je pense que c'est pas très grave, tu vois, d'avoir les deux aussi. Moi j'aime bien des fois des groupes de potes où t'as des gens, ça fait 2 ans qu'ils se voient, ils savent même pas le taf que fait l'autre, quoi. Et ça, je trouve ça trop beau parce qu'en fait, tu sens que c'est des moments vraiment libérateurs où juste tu fais des blagues, tu penses pas à la vie, aux problèmes. Et du coup, c'est marrant aussi qu'il y ait des relations plutôt, on pourrait dire simples, mais c'est pas des relations simples, mais c'est des relations où on va pas aller sur des sujets de fond, en tout cas de notre vie, du travail, machin. Et c'est sûr que s'il y a que ça, c'est sûr que c'est frustrant. Mais d'avoir des moments vraiment, des cercles et des endroits où c'est hyper libérateur et tu parles pas trop de ta vie, c'est aussi marrant, quoi. Ouais, mais en même temps, est-ce qu'on pourrait désigner ces gens-là comme des amis, tu vois ? Ouais, je sais pas. Peut-être pas. Parce qu'en fait, si ta relation est fondée sur la blague, alors oui, tu peux passer du super bon temps avec cette personne, mais à la fois ne pas savoir ce que fait ton ami dans la vie. Bon, je sais que c'est une question taboue dans les soirées de gauche de savoir ce qu'on fait dans la vie, mais voilà. D'ailleurs, non, mais carrément, et j'en profite pour passer un message de service. Moi, je trouve ça un peu oppressant à l'inverse. Les gens qui disent ah non, pitié, me pose pas la question sur ce que je fais et tout. Genre, on est d'accord. Je comprends que t'aies pas envie de parler que de ça. En fait, j'ai l'impression d'être le pire mec de m'intéresser à ce que tu fais 35 heures, voire 40 heures par semaine. Non, mais totalement d'accord, Guillaume. Totalement d'accord. Mais du coup, je me dis, c'est vrai qu'on a peut-être un peu besoin de rentrer en profondeur et du coup de connaître le contexte de vie de nos amis pour mieux les comprendre et puis pour qu'ils nous comprennent mieux aussi. Oui. Et puis après, je pense qu'il y avait quand même, bon là on parle d'amitié du coup, mais je pense qu'il y avait quand même une injonction, je sais pas si vous le ressentez comme ça, mais une injonction aux bandes de potes. La bande qui a été construite par des séries comme Friends et tout. Et genre, moi je sais que. Moi j'ai jamais mal vécu, mais j'ai jamais eu de grosses bandes de potes. Et par exemple, je sais que mon ex ou des gens que je connaissais étaient dans des bandes de potes assez populaires, les cool kids, des gens qui partaient en vacances, qui étaient tous très drôles, assez beaux. Et je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui les jalousaient, notamment des conjoints ou des +1 de cette bande de potes, parce qu'eux n'avaient pas ça dans leur vie. Et je ressentais une vraie injonction à la bande de potes. Je sais pas si vous aviez été dans des grosses bandes de potes ou si vous en avez souffert. Moi, j'ai pas non plus connu ça, la grosse bande de potes. C'est vrai que j'en ai peut-être souffert dans le sens où je me suis dit pourquoi moi j'ai pas ça, mais en fait je me rends compte que les relations que j'ai aujourd'hui ça me convient tout à fait et c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à voir les gens en duo. Après j'ai jamais eu de bande de potes, mais mes meilleurs amis on est 4 en l'occurrence, donc on se retrouve souvent ensemble. Petite bande, mais voilà, je sais que tout à l'heure nous parlions d'une fête avec 80 personnes à l'intérieur de mon appartement. Moi ça m'angoisse très sérieusement. Moi j'ai eu l'occasion d'en faire un certain nombre, d'organiser, parce qu'effectivement j'étais en coloc avec 4 potes, dont Marie qu'on a entendu tout à l'heure, et puis même avant ça, quand j'ai fait mes études, il y avait un peu une ambiance très promo, et voilà, et du coup on avait des gros groupes de potes, et en fait j'ai gardé ça pendant très longtemps, même encore un peu maintenant, même si justement je trouve que passer, je sais pas, la trentaine, c'est un chiffre un peu au hasard, mais tu vois, les gens sont pris dans leur routine qui est souvent quand même, où le taf prend beaucoup de place, où souvent maintenant tu peux être en couple et tout, bref, donc ça c'est un peu distant, mais pendant quasiment jusqu'à il y a peut-être 4-5 ans, systématiquement on se voyait gros groupe de potes, genre à 10, 20 ouais, ça nous est même arrivé, je crois, de fêter un anniversaire, on est parti à 30, un truc comme ça, un week-end, machin, très élargi, mais justement au bout d'un moment, alors c'était très cool, il y avait plein de moments très cool, et je pense que ça dépend aussi des périodes de ta vie. Enfin, je pense que pendant ma vingtaine j'ai adoré ce côté méga groupe de potes, c'était vraiment super marrant. T'avais un côté, en plus nous qui étions en coloc dans Paris, c'est rare d'avoir une grosse coloc et tout, donc on était un peu le point de réunion, enfin vraiment ça faisait un peu Friends, genre t'avais toujours quelqu'un de passage, c'était un peu les personnages secondaires de la série, tu vois. Et du coup, franchement, c'était trop bien. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me rendais compte que j'avais besoin d'un peu plus d'intimité, et aujourd'hui, ça me donne plus envie. Mais voilà. Mais du coup, c'est vrai que ça peut être. Déjà, je trouve pas que c'est du tout indispensable, et ça peut être même excluant pour le coup, quand même, pour d'autres gens. C'est-à-dire sans être dans la jalousie et tout. Enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé à me mettre en couple avec ma copine, en fait, je m'en rendais pas compte, mais pour elle, c'était vraiment dur d'arriver dans un groupe de. Ouais, c'était des cercles fermés souvent. C'était un cercle fermé, tu vois. Les gens étaient accueillants, mais ils avaient leurs private jokes, ils avaient leurs habitudes, et du coup moi je me rendais pas compte, je suis en mode alors qu'est-ce qui se passe, soirée de ouf, non? Ouais, soirée de ouf, et en mode c'était sympa et tout. Bon, après là peut-être qu'on dérive un peu sur du sujet du coup de foudre, je me suis un peu éloigné, mais non, mais en même temps ça nous fait partir dans tous les sens, et c'est ça qui est beau. C'est la beauté. Voilà, il y a un dernier témoignage. Tout à fait, il y a un dernier témoignage, c'est celui
de Gaël, qui a été recueilli par toi, Guillaume. Exactement, Gaël, vous allez voir qui apporte un nouveau point de vue, justement, sur l'amour. Moi, j'ai un véritable cœur d'artichaut en plus, et je tombe amoureux vraiment à la première vue, on first sight, comme disent les Anglais. On va parler. J'ai la chance d'être polyamoureux, donc du coup, c'est utile de tomber amoureux très très vite. Par contre, je pense qu'il y a un vrai coup de foudre qui peut se passer, avec qui on va avoir une forte attirance. Par contre, pour réellement construire l'amour, je pense qu'il faut du temps, et il faut que ça se construise dans la durée. Ça vient confirmer un peu les témoignages d'avant, mais c'est intéressant parce que lui, il est polyamoureux. Et du coup, effectivement, il peut avoir plusieurs amours qui coexistent dans sa vie, et les gens sont OK avec ça. Et du coup, c'est une vision qui est assez particulière et qui doit pas être facile à gérer, d'ailleurs. Ouais, ça, c'est un sujet vraiment qui m'a toujours intéressé. Parce que je me dis, ça doit être complexe, et finalement ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le fait que, tu vois, on parlait tout à l'heure de je sais plus qui disait moi j'ai mon partenaire et en fait j'ai plein d'amis qui viennent compléter les choses que je retrouve pas dans ma relation, et en fait j'ai l'impression que les personnes, pour en avoir discuté avec certaines personnes polyamoureuses en tout cas, il y a un peu ce côté aussi, ça permet de diversifier finalement les choses que tu retrouves en amour avec différentes personnes. Donc en fait sur le principe, moi ce modèle je le trouve super intéressant et ça donne envie. Après j'imagine que c'est pas toujours facile et qu'il faut être vraiment à l'aise aussi avec ça, savoir bien gérer. Enfin, je trouve que c'est un sujet. Enfin, je sais pas si vous avez déjà été en polyamour ou rencontré des personnes qui sont en polyamour, parce que je trouve ça. Ouais, bref, il y a plein de choses. En tout cas, je trouve que c'est un sujet que j'aimerais creuser, ne serait-ce qu'intellectuellement, parce que je trouve que c'est passionnant en fait de repenser l'amour de cette façon. Ouais, moi je trouve ça très intéressant sur le papier aussi. J'ai jamais été polyamoureuse et je connais très peu de gens qui le sont. En revanche, j'ai été dans un couple libre assez rapidement, de façon assez rapide, je veux dire, pendant peu de temps, parce qu'en fait, ça n'a pas marché parce que je crois que ça me correspond pas du tout. Alors que sur le papier, je trouve que c'est un super modèle dans le sens où oui, tu continues d'avoir des attirances pour les autres, même si t'es en couple avec quelqu'un. Il y a des gens qui ont l'illusion que non, mais en fait, c'est un peu illusoire justement. Mais j'ai l'impression que c'est vachement dur à mettre en œuvre en fait, et qu'il y a aussi parfois des déséquilibres qui se créent à l'intérieur de ce type de relations qui se veulent justement extrêmement ouvertes, extrêmement saines pour tout le monde, et où on enlève peut-être effectivement, comme tu disais, de la charge mentale à ton partenaire parce que tu lui demandes pas de remplir toutes les cases. Tu lui dis tu peux peut-être partager avec mon autre amoureux, mon autre amoureuse, mais c'est pas évident comme modèle, faut oser se lancer dedans quoi. Ouais, pareil, je suis un peu comme toi Guillaume, c'est marrant, c'est à creuser quoi, et c'est hyper beau aussi comment il en parle quoi, parce que du coup avec plein de préjugés et tout qu'on pourrait avoir de ça, tu pourrais te dire en fait c'est juste des gens qui trouvent plein de gens beaux et qui ont envie de s'acoquiner avec plein de gens beaux, ou juste c'est des relations éphémères et tout. En fait pas du tout quoi, la manière dont il raconte là c'est hyper beau, c'est pareil, c'est des amours qui se construisent avec le temps, pas du tout éphémères et tout, donc pareil sur le papier ça paraît assez séduisant quoi. Et je pense que t'as raison, faut être assez attentif après dans ces moments là de ok, est-ce qu'il y en a pas un qui souffre et tout. Moi j'ai l'impression que ça me rajouterait presque plus de charge mentale du coup, de toujours genre regarder s'il y en a pas un qui se fait léser, et si tout le monde est bien ok avec la situation et tout. Moi c'est plus ça qui pourrait me faire peur quoi. Ouais, et j'avais entendu que, années 68, les hippies, en fait, ils adoptaient vachement ce genre de truc, et en fait, ça reproduisait exactement les mécanismes de domination qu'ils étaient en train de fuir. Et c'était toujours les mecs, au final, qui avaient un peu le droit d'aller voir un peu ailleurs sans respecter les femmes. Et donc, en fait, ça remplissait pas du tout le but initial. Mais bon, Gaël a l'air de bien le vivre, lui. Tout à fait. Oui. Surtout aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont conscience aussi, justement, des dérives qu'il y a pu avoir à l'époque. Ils ont vu les gens échouer en 68. C'est ça. Donc je trouve ça. Ouais, je pense qu'il y a plein de gens qui essaient de faire au mieux, et. Enfin, peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'en discuter dans le podcast ou ailleurs, je sais pas, avec des personnes qui ont adopté ce choix, alors qui en plus c'est pas un choix forcément définitif, quoi, mais c'est aussi des périodes, mais bref. Pour faire écho un peu à ce qu'on disait, le coup de foudre, machin, il y a tellement de versions aussi possibles. Je trouve ça super intéressant. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, ça nous fait beaucoup parler, ça nous fait beaucoup réfléchir. J'ai l'impression que les gens qu'on a interrogés étaient contents de répondre à cette question, parce que ça parle de notre histoire, de nos émotions, et puis c'est un peu politique aussi. Donc moi j'ai envie de dire merci pour cet épisode à vous deux. Merci à nous interviewer. Merci, et on espère que ça vous a intéressé. Et puis on se donne rendez-vous dans très peu de temps pour notre prochain épisode. Ciao tout le monde. Salut. À bientôt.